Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour l'international. Cette semaine, l'actualité est marquée, vous le savez, par les actes de xénophobie en Afrique du Sud. Et avec Godefroy, je l'appelle ainsi, c'est un ami, les prénoms, c'est signe de familiarité. Avec lui, nous allons essayer d'en savoir un peu plus, les raisons, les causes de cette xénophobie. Pourquoi les Sud-Africains, noirs en général, s'attaquent aux Noirs africains d'autres pays. Parce que beaucoup de gens ont relevé ce point-là. Pourquoi ils ne s'attaquent pas aux Blancs, ils ne s'attaquent pas aux Chinois, ils ne s'attaquent pas aux Indiens, et ils s'attaquent simplement aux Noirs d'Afrique. Très heureuse d'être avec vous, Godefroy. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui suis heureux de répondre une fois de plus à votre invitation. C'est pour moi un honneur. D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord exprimer toute ma désolation au nom de mon parti politique, les partis d'Union républicaine les purs. Nous voulons exprimer toute notre désolation et condamner avec force les actes que je qualifierais de barbares qui sont en train de se dérouler en ce moment en République sud-africaine. Et je voudrais aussi compatir avec les familles de toutes les victimes qui sont tombées durant ces actes barbares, et parmi lesquels figurent malheureusement quelques Congolais, quelques compatriotes congolais, mais également des autres compatriotes des pays amis de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Nigeria, le Sénégal. Voilà, je voudrais donc, Zimbabwe, Zambie, en tout cas de façon répétitive, condamner fermement ces actes. Pour répondre... je n'ai pas encore posé la question, mais je vais vous attaquer parce qu'un internaute, quand j'ai posté que vous allez faire une marche pacifique, un internaute vous a qualifié d'arriviste parce que vous profitez d'une situation pour faire connaître votre parti. D'ailleurs, merci pour le cadeau, l'agenda de Pur, votre parti. Merci Godefroy. On vous a taxé d'arriviste. Est-ce que ce n'est pas de la récup politique, comme on dit? Ce n'est pas de la récupération politique, Godefroy, tout simplement? Madame, d'abord, je remercie les compatriotes pour sa réaction. Les points de vue de chaque Congolais comptent. On peut qualifier les acteurs politiques que nous sommes comme on les peut. Mais madame, je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur de la situation. Les faits sont d'une telle gravité qu'on ne peut même pas se présenter sous une quelconque couleur politique. Si récupération politique il y avait, je crois qu'un parti politique pouvait trouver beaucoup de sujets pour faire de la récupération politique. La dernière fois que moi je suis intervenu dans votre chaîne, dans une de vos émissions, je pense que ça remonte à plusieurs mois. Et je ne suis pas venu. Et si aujourd'hui je viens répondre à cette invitation, c'est parce que la situation est grave et cette question, elle nous concerne tous. Donc il n'y a pas de coloration politique sur cette question. C'est une question en tant qu'être humain, en tant que panafricain, j'ai réagi sur cette question et n'importe qui peut réagir. Comme aujourd'hui, il y a eu des mouvements citoyens et d'autres acteurs de la société civile et des partis politiques qui ont réagi. Il n'y a pas de coloration politique. Sur cette question, nous sommes tous africains et cette question intéresse tout le monde. Godefroy, est-ce que ce n'est pas l'échec de ce panafricanisme-là? Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas. Nous avons essayé de fouiller, de comprendre la réaction des Sud-Africains noirs. Ils disent que non. Et c'est récurrent d'ailleurs hein, en Afrique du Sud, que les Noirs d'autres pays, surtout limitrophes et anglophones d'Afrique, viennent leur voler leur travail et tout ça. Et même leur politique en Afrique du Sud récupère cela. Nous avons suivi même le maire de Jobourg qui parle que l'État doit chasser les sans-papiers et tout ça avec des propos qui frisent un peu cette xénophobie-là. Alors, est-ce que ce n'est pas l'échec de ce panafricanisme, de nos pères de l'indépendance qui voulaient une Afrique unie? Est-ce que les jeunes Sud-Africains aujourd'hui savent l'apport des autres pays africains quand l'apartheid battait son plein en Afrique du Sud? Merci madame pour la question. Je crois qu'à vous entendre parler, vous semblez avoir cerné un peu les contours du problème. Et là, nous sommes en train de vouloir rechercher les causes. Parce qu'avant de s'attaquer aux conséquences que nous subissons aujourd'hui, à savoir toutes ces attaques perpétrées contre les étrangers vivant en Afrique du Sud, il faut qu'on remonte d'abord à des causes. Et moi, sur cet aspect de choses, sur la question des causes, je peux déceler des causes à plusieurs niveaux. D'abord, sur un plan purement sociologique. Souvenez-vous, madame, au début des années 90, notre pays était déjà un État indépendant. Je pense qu'à l'époque, nous nous battions déjà, nos parents, pour la démocratisation
pour que nous avons déjà acquis la souveraineté internationale vers les années 60, donc en 90, nous voulons la démocratie. Mais à l'aube des années 90, juste après la chute du mur de Berlin, l'Afrique du Sud est encore sous le joug de l'apartheid. Et la population noire qui subissait toutes ces répressions, toutes ces limitations de l'exercice de sa liberté par le gouvernement blanc de l'époque avec les Ian Smith et Peter Botha et consorts, la violence était banalisée, c'était devenu quelque chose de normal. Vous vous souvenez, même quand l'ANC a créé sa branche armée, les Umkhonto we Sizwe comme on l'appelait, c'était des sabotages. Avec le massacre de Soweto, on voit exactement. Et nous ne sommes pas très loin de cette époque. Moi, en 1994, j'étais déjà né, j'étais déjà à l'école primaire. Vous voyez? Donc, la génération qui est en train de perpétrer ces actes de violence aujourd'hui, c'est une génération dont une partie peut être issue de cette période. Donc, il y a cette culture... D'avant 90. Exact. Cette culture de la violence qui existait à l'époque et qui s'est perpétuée d'une certaine forme. Aujourd'hui, il peut m'être difficile à moi de lyncher quelqu'un. Imaginez-vous. De brûler quelqu'un. De lui verser de l'essence. Vous voyez. Atroce. Mais en Afrique du Sud, c'est banalisé. J'ai vu des images où il y a même des policiers qui sont tout souriants devant ces genres d'actes. Et qui filment. Ce que je ne comprends pas avec des smartphones d'aujourd'hui, c'est incroyable. Ça, c'est le côté sociologique. Mais il y a la dimension politique qu'il ne faut pas omettre. La dimension politique est qu'aujourd'hui, l'ANC, depuis la libération de Nelson Mandela et cette démocratisation de l'Afrique du Sud, elle n'a pas réussi à rencontrer les problèmes des milieux, comment dire ça, des milieux défavorisés de l'Afrique du Sud. Donc, il y a toujours cette cassure. Il y a toujours cette fracture entre les extrêmement riches et les extrêmement pauvres. Mais il y a quand même une classe aujourd'hui. La classe moyenne, elle existe. La classe moyenne noire est là aujourd'hui, depuis 90. Oui, elle est là, mais elle ne réussit pas à combler le fossé. Le fossé persiste. Souvenez-vous, vous voyez Julius Malema, avec son parti. Je pense que c'est en français les combattants de la liberté économique. Mais c'est le seul d'ailleurs qui a parlé un autre discours qui a condamné cela. Mais l'émergence des partis politiques qui sortent des entrailles de l'ANC, comme le parti de Julius Malema, c'est l'expression de l'échec de l'ANC à concilier la liberté politique à la liberté économique. Aujourd'hui, l'égalité peut être politique, mais pas économique. Politique, ça peut être égalité des droits, égalité d'accès à des services sociaux de base, mais l'égalité en termes de richesse, des pouvoirs d'achat économiques, ça n'existe pas. Donc, ça, c'est l'aspect politique des choses. C'est ce qui génère des frustrations. Aujourd'hui, et les politiques sont en train de... Surfent sur ça, en fait. Quand il s'agit des élections, tout ça, ils surfent d'appuyer sur ces sentiments, sur ces frustrations de la majorité noire pour légitimer un peu leur discours en projection des prochaines élections. Ça veut dire, écoutez, nous avons tout fait pour vous intégrer, mais le problème, c'est pas nous. Donc, les Africains sont pris comme des boucs émissaires. Exactement, comme des boucs émissaires pour justifier l'échec de l'ANC. Et ça, c'est inacceptable, madame. Et vous l'avez dit ici, et je voulais bien revenir là-dessus, l'ANC, c'est l'un des plus vieux partis politiques d'Afrique. Depuis 1920. Hein, exactement, 12 d'ailleurs. Depuis 1912, l'ANC existe en tant que parti politique. Et si vous regardez le sigle de l'ANC, ça veut dire Congrès national africain. Le fait, ils pouvaient dire Congrès national sud-africain, mais ils ont dit Congrès national africain. Ça veut dire qu'il y a une dimension panafricaniste. Et dans la charte et l'acte constitutif de l'ANC, et même dans son combat. Lorsque, dans les années 60-61, les leaders de l'ANC décident d'activer le côté militaire de la lutte, je me rappelle, oui. Ils ont été en exil après l'arrestation de Nelson Mandela. Ils se sont retrouvés en exil. Après le procès de Rivonia. Exactement. Il y a des congrès qui sont tenus en Tanzanie, un pays voisin de la République du Zaïre de l'époque. Il y a des congrès qui sont tenus en Rhodésie et du nord et du sud, l'actuelle Zambie. Et ces pays-là ont appuyé la lutte de Nelson Mandela. Comme je l'ai dit, j'étais en train de le dire d'ailleurs à certains camarades avec qui nous discutions sur cette question. Madame, l'argent du contribuable congolais des années 80-90, des années 70, de nos pères, l'argent qu'ils payaient comme impôt, une partie a servi à financer le combat de Nelson Mandela. Et au Nigeria aussi, je l'ai appris. C'est pareil, au Nigeria, il y avait une taxe Mandela. Au Nigeria, où on prélevait dans les revenus des opérateurs économiques et des fonctionnaires de l'État, 2%, je crois, si je ne m'en abuse pas, 2%. Qu'ils reversaient dans les soutiens du combat de la République sud-africaine. Alors, assister aujourd'hui à ces genres
d'actes criminels, ça ne fait que nous révolter. Nous révolter et nous amener à nous interroger sur le sort et le devenir du panafricanisme, qui a été le combat et l'affaire de lance d'ailleurs du combat même de Nelson Mandela. Godefroy, est-ce que, réfléchissons dans l'autre sens. Est-ce que ce n'est pas le comportement aussi? Il y a des gens qui disent, c'est vrai, j'ai suivi d'autres Sud-Africains qui disent, c'est vrai que vous nous critiquez, vous n'êtes pas sur place, les Nigérians se comportent mal ici, les Nigérians vendent de la drogue, les Nigérians prennent nos femmes, les Nigérians font des combines et tout ça, et les Congolais aussi, une partie trempe dans la mafia et tout ça. Essayez aussi de comprendre que quand quelqu'un vient ici nous vend de la drogue et tout ça, il devient proxénète, nous devons réagir. Madame, c'est un faux fuyant. C'est un faux fuyant, tout simplement. C'est un faux fuyant. Parce que là vous entrez dans le domaine de la criminalité. Il n'y a pas que des étrangers qui commettent des crimes. Il peut exister des Congolais qui commettent des délits en Afrique du Sud. Il peut exister des Tanzaniens, des Nigériens qui commettent des délits en Afrique du Sud, tout comme les Sud-Africains en commettent. Ce n'est pas une raison pour justifier les recours à la violence. L'Afrique du Sud, c'est un état de droit. Il existe un procureur général de la République en Afrique du Sud. Je ne sais pas comment on l'appelle dans le système anglo-saxon. Mais il existe un organe de la loi qui est censé réprimer les actes criminels en Afrique du Sud. S'il s'avère qu'il y a le proxénétisme qui se fait par les étrangers, il y a le trafic d'êtres humains, la vente des drogues, il y a un organe compétent, habilité par l'État à réprimer ce genre d'actes. Et s'il s'avère que la République d'Afrique du Sud n'est pas compétente sur le plan personnel à juger certains Congolais, certains Nigériens, certains Tanzaniens, il y a la procédure d'extradition qui existe. Arrêtez les Congolais qui commettent des crimes en Afrique du Sud, instruisez le dossier de façon indépendante à charge et à décharge, réunissez des éléments suffisants, allez extrader-les. La République démocratique du Congo est membre de la SADC, comme l'Afrique du Sud. Nous avons des accords, notamment sur le commission rogatoire et d'autres. Extrader ces Congolais, ils vont venir répondre devant leur juge naturel. Ça, c'est un faux fuyant. Dire que parce qu'ils sont criminels, parce qu'ils auraient commis des crimes, c'est vraiment un faux fuyant. Ça ne justifie pas le caractère disproportionnel et inhumain de la répression que nos frères sont en train de subir. J'ai suivi un post d'un excellent ami aussi, Patrick Balelo, par rapport à Nelson Mandela. Ils disent que pour lui, Nelson Mandela était le cheval de Troie des Blancs, en fait. Je résume un peu sa pensée. Nelson Mandela n'a pas vraiment... C'est vrai qu'il a été en prison pendant des années, et on dit qu'il n'est pas le seul d'ailleurs à avoir été en prison pendant autant d'années. Il y a eu ses compagnons qu'on ne met pas sur le même pied d'égalité. Mais les noms m'échappent. Il y a eu Walter Sisulu, il y a eu même l'Indien là, les Tambo et les autres, qu'on ne met pas sur le même pied d'égalité, et que Mandela a cédé, a laissé l'économie aux mains des Blancs et la politique aux mains des Noirs. Donc ils ont fait un deal en fait. Voilà le terme qui est en vogue ces derniers temps. Mandela a cédé l'économie aux Blancs et on a dit donnez-nous la politique, donnez-nous le pouvoir politique. C'est pour cela que depuis l'accession, au fait, depuis la fin de l'apartheid en 1991, depuis la sortie de Mandela, ce n'est que l'ANC qui gagne, parce que de toutes les façons, les Noirs sont majoritaires en Afrique du Sud. Est-ce que Mandela a mal négocié la fin de l'apartheid? Je crois que c'est un raccourci très facile, c'est trop simple d'affirmer cela. Et dire aujourd'hui que la faute revient à Mandela, puisqu'il n'aurait cherché à conquérir quelle indépendance ou la liberté politique et non la liberté économique, c'est très réducteur et en même temps trop simpliste, à mon avis. Parce que, écoutez, les mondes changent. Il y a eu beaucoup de mutations. Entre les débuts des années 90 et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mutations, notamment sur le plan économique. Vous vivez à Kinshasa, par exemple, les hommes d'affaires des années 90 ne sont pas les hommes d'affaires d'aujourd'hui. Vous voyez, l'économie, c'est un secteur dynamique, c'est un secteur en perpétuelle mutation, et l'Afrique du Sud, c'est un État libéral. Donc, dire aujourd'hui que la libre entreprise ne pouvait pas s'exercer par les Noirs, c'est faux. C'est tout à fait faux. Il y a des étrangers même qui quittent leur pays et qui vont faire la fortune en Afrique du Sud. Il y a des Sud-Africains blancs qui sont devenus millionnaires en Afrique du Sud. Il y a des Noirs également qui sont devenus millionnaires. Donc, ça, c'est un faux fuyant. C'est comme si la société sud-africaine ou le secteur économique est resté figé. Non, les choses ont totalement évolué. Les contextes où Mandela s'était battu et où ils ont réussi à libérer un peu l'Afrique du Sud du jour de l'apartheid, et le contexte actuel, il est différent. Donc, moi, je pense qu'on ne doit pas fuir le vrai débat. On doit regarder en face les faits. Il ne faut pas chercher
à dire c'est Mandela qui a commis la faute parce qu'il aurait... Je ne rentre pas dans ce genre de débat puisque c'est pas avéré sur le plan factuel, sur le plan scientifique. Godefroy, on a perdu un autre grand de l'Afrique du Sud, Robert Mugabe, qu'on disait l'antithèse de Nelson Mandela. C'est un peu comme Malcolm X et Martin Luther King aux États-Unis. Est-ce que Robert Mugabe avait raison de rester droit dans ses bottes avec cette conviction que les Blancs doivent repartir chez eux? Vous le savez, ils avaient le Zimbabwe, la Rhodésie à l'époque était une des fleurons de l'Afrique australe, mais aujourd'hui, vous savez comment il est le Zimbabwe aujourd'hui, c'est vraiment par terre. Comme le Congo aujourd'hui, des géants en pied d'argile aujourd'hui. Est-ce que Mugabe avait raison ou avait-il tort aujourd'hui, vu la dynamique de la vie, de garder cette position Oui, d'abord, effectivement, je venais d'apprendre aussi voilà, qu'on remette les terres aux Noirs et tout ça, que les Blancs... Il y a beaucoup de Blancs qui sont partis d'ailleurs en Australie, en Nouvelle-Zélande et tout ça, qui ont eu peur de cela. Moi, je suis de ceux qui ne pensent pas en termes de couleur de peau. Vous m'excuserez, mais ce clivage-là ne passe pas dans ma tête. Ce clivage blanc-noir. Vous connaissez les drapeaux de l'Afrique du Sud, par exemple. C'est un drapeau qu'on qualifie aujourd'hui d'arc-en-ciel. Il y a le ANC. Effectivement, en fait, on a compilé les deux. Oui, même l'hymne national de l'Afrique du Sud, aujourd'hui, c'est les deux. Vous voyez, on a mélangé. Ça incarne cette diversité raciale. Et l'Afrique du Sud est l'un des États qui constitue le symbole de cette diversité culturelle au niveau de l'Afrique. Le Zimbabwe, c'était pareil. Mugabe, on peut dire tous les biens du monde de lui aujourd'hui, mais moi, je n'ai pas une bonne image de Mugabe. Pour moi, c'était un dictateur. C'était quelqu'un qui ne respectait pas les droits de l'homme. Mugabe n'acceptait pas de l'opposition chez lui. Nous nous sommes battus dans ce pays pour la liberté, pour la démocratie. Nous ne pouvons pas soutenir quelqu'un qui a muselé. Paix à son âme, aujourd'hui il est décédé, respect aux morts, on est bantou. Mais puisqu'il faut remettre les choses à leur place, le combat de Mugabe pour la liberté de son pays, la Rhodésie, à l'époque, il était certes louable. Et les premières années de son règne ont été florissantes. Mais à la fin, nous avons vu que c'était erreur sur erreur. C'est le déclin, c'était vraiment le déclin. Avec la question des fermiers blancs, de la nationalisation des terres, ça nous a créé même des problèmes ici chez nous avec la zaïrianisation. Exactement. Aujourd'hui, nous devons quitter ce clivage, cette séparation assise sur la race, cette séparation assise sur la couleur de la peau. Mais aujourd'hui, l'Afrique, même le Congo... Qu'on ne veut pas, Godefroy, c'est pas qu'on est raciste, mais la race existe. C'est vrai qu'on est tous humains, mais la race existe. C'est comme les tribus. Oui. On n'est pas tribaliste, mais la tribu existe. Oui. Mais est-ce qu'il faut se fonder sur la race pour asseoir un combat politique? Non, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Mais aujourd'hui, quand on voit les reportages, je suis journaliste, quand on voit les reportages des médias étrangers, surtout blancs, j'ai mes blancs entre guillemets, hein, tu vois l'image que nous, Noirs, nous offrons au monde, l'image des gens qui s'entretuent, des gens... Les Blancs, moi j'ai causé avec des amis, j'ai dit, si un Noir peut faire ça à un autre Noir, alors pour les Blancs, ça passe. Donc moi aussi, a fortiori, je peux le faire. Vous voyez un peu, parce que moi je vois mal. Excusez-moi, c'est vrai que nous ne sommes pas racistes. Je vois mal un Blanc, comment te dire, Kotumbo français c'est quoi? Mais mettre le feu ou je sais pas moi quoi, à un autre Blanc, et filmer et rire. Je ne sais pas si ça... S'il y a des images, chers téléspectateurs, envoyez-les-moi, parce que je n'ai jamais vu. Peut-être c'était pendant la guerre mondiale, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je ne vois pas un Blanc faire ça à un autre Blanc. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il faut que nous dépassions ce clivage. Vous connaissez l'Holocauste? C'est ça ce que je dis. L'Holocauste a existé entre les nazis, l'Allemagne. On sait tout ça. Était-ce les Noirs qui avaient créé des camps de concentration pour y enfermer des Noirs? La solution finale des nazis. Mais ils sont passés outre. Ils ont vu les horreurs, ils sont passés outre. Il ne s'agit pas d'une question de la couleur. Il ne s'agit pas d'une question de la couleur. C'est question d'humain, tout simplement. Il s'agit de questions des actes qui, quel que soit l'endroit où ils se commettent, qu'ils soient commis par des Blancs, qu'ils soient commis par des Noirs, qu'ils soient commis par des Juifs contre des Arabes ou des Arabes contre des Juifs ou des Islamistes contre des chrétiens, c'est des actes qu'il faut réprimer et condamner.
On ne peut pas aujourd'hui dire c'est une question des Noirs. Des Noirs qui tuent des Noirs, que ça donne telle image aux yeux des Blancs. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est des êtres humains qui commettent des actes d'inhumanité et qu'il faut condamner. L'Afrique du Sud a adhéré à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et la République démocratique du Congo a adhéré à cette charte et beaucoup d'autres pays africains qui subissent ces violences-là. La question, c'est de les condamner, de dire que ces actes-là ne sont pas bons. Aller se cacher dans le fait que de dire que ça donne une mauvaise image des Noirs, parce que c'est des Noirs qui tuent des Noirs, je pense que c'est un peu fuir le débat. C'est biaiser le débat et il y a un biais à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, la question, c'est de dire ce qui se passe en Afrique du Sud. Est-ce que c'est tolérable? Quel être humain peut dire que c'est tolérable et que c'est acceptable? Personne. Godefroy, prenons maintenant l'angle diplomatique, les réactions des États africains. On a l'impression aujourd'hui qu'il n'y a que le Nigeria qui hausse le ton par rapport à ce qui se passe en Afrique du Sud. On a rappelé l'ambassadeur du Nigeria, j'ai vu aussi de l'Angola, mais chez nous, en République démocratique du Congo, c'est toujours la lenteur. Je ne sais pas, jusqu'à présent, notre ambassadeur est toujours en Afrique du Sud, n'a pas été rappelé. Et c'est vrai que, comme on dit coup sur coup, il y a des acteurs politiques, des activistes qui veulent s'exprimer pacifiquement. On leur interdit de le faire. Je ne sais pas si on va vous permettre de marcher pacifiquement pour dénoncer cela. Pourquoi cette lenteur chez nous en République démocratique du Congo? Merci madame. D'abord, comme vous êtes sur le sujet, je voudrais d'abord condamner, en tout cas de façon très ferme, le fait pour le gouverneur de la ville de Kinshasa d'avoir interdit la manifestation pacifique qui devait se tenir aujourd'hui devant l'ambassade d'Afrique du Sud. Le sit-in proposé par Fils Moukoko, c'était ça? Il y a ces messieurs et puis également des mouvements citoyens. J'apprends qu'il y a certains qui ont été arrêtés, activistes de mouvements citoyens, ils sont au nombre de 22, je viens de lire sur les réseaux sociaux, et les PUR, en tant que parti républicain, exigent leur libération immédiate. Parce que ces jeunes, ils n'ont fait que exprimer leurs droits. Aujourd'hui, il me paraît très incroyable que l'État congolais puisse empêcher à des citoyens congolais non armés d'exprimer devant l'ambassade de la République d'Afrique du Sud leur mécontentement suite à l'assassinat des compatriotes congolais. C'est incroyable ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il a peut-être eu peur des débordements, comme on a vu en Afrique du Sud. Quel débordement, madame? Il a eu peur des casses. On a vu comment les Sud-Africains réagissent. Parce que les gens proposaient d'ailleurs, on a lu sur les réseaux, la force des réseaux, c'est ça, qu'on a cassé Shoprite, qu'on casse l'ambassade et tout ça. Les gens proposaient cela. Peut-être ils ont eu peur, ils ont dit que ça peut dériver. Nous condamnons des représailles qui se font sur base des actes violents. Mais cela n'empêche pas l'État congolais de laisser des citoyens qui doivent s'exprimer pacifiquement le faire. Fils Moukoko, vous avez parlé de lui. Les militants de la Lucha, les militants de Etcha et d'autres mouvements citoyens. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est des gens violents? Depuis 2015, la Lucha a manifesté dans ce pays. J'en faisais partie à un moment. Etcha, il manifeste depuis 2015-2016. Où avez-vous déjà vu une manifestation de la Lucha ou de Etcha ou des autres mouvements, Filimbi et autres, dégénérés parce que des militants sont allés, ils ont jeté des pierres? Nulle part. Au contraire, c'est des mouvements pacifiques où des gens, quand ils sont face à la police, ils se mettent par terre. C'est vrai que ils se mettent par terre, on les prend. Ils ne font qu'exprimer un point de vue. Madame, supposons que le gouverneur des provinces avait dit, ok, je vais mettre en place des mécanismes d'encadrement de cette manifestation. La police nationale congolaise, allez, où sera le point de départ? Ça sera à tel endroit, la police est là. Vous avez proposé la gare centrale. Exactement. Quand j'ai vu celui on vous encadre, on vous accompagne. C'est à quelques mètres de l'ambassade d'Afrique du Sud. Vous arrivez devant l'ambassade, vous étalez vos banderoles, vous exprimez vos points de vue. Une délégation de 5 oui, les médias relayent. Une délégation de 5 personnes rentre au siège diplomatique de l'ambassade, dépose le mémorandum à M. l'ambassadeur. Est-ce qu'il y aurait eu vraiment un trouble à l'ordre public? Et le prétexte qu'on nous sort, c'est qu'il y aura investiture du gouvernement aujourd'hui. Mais quel rapport? L'État doit s'arrêter parce qu'on investit un gouvernement?
On investit un gouvernement, c'est un gouvernement des Congolais. C'est un gouvernement qui va veiller aussi à la vie des Congolais, notamment à ceux qui sont en train de mourir en Afrique du Sud. Et ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur. La réaction du chef de l'État qui a dit qu'il n'irait pas à une conférence qui devait se tenir en Afrique. Le boycott d'ailleurs de plusieurs chefs d'État. Hein. Le Rwanda qui a commencé, le Burundi, l'Ouganda et les autres ont pris le relais. C'est une bonne chose. C'est une forme de pression par rapport à l'Afrique du Sud. Je salue cette réaction. C'est une forme de pression, effectivement. Mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un boycott économique comme à l'époque de l'apartheid? Parce qu'il y a beaucoup, hein, Godefroy, parce que les questions fusent, désolé, c'est une question assez sensible. Il y a aujourd'hui des internautes qui veulent d'ailleurs que l'Afrique du Sud quitte la CAN, qu'on boycotte, qu'on fasse quitter la CAN, que l'Afrique du Sud ne participe pas à la CAN, que l'Afrique du Sud ne participe pas au CHAN, que l'Afrique du Sud quitte ou qu'on les sanctionne dans la SADC et tout ça. Donc, comme on a fait sous l'apartheid, vous vous rappelez, pendant l'apartheid, on avait boycotté, l'Afrique du Sud a été boycottée dans plusieurs disciplines, dans plusieurs ateliers, conférences, même à l'ONU et tout ça. Est-ce que c'est comme ça aujourd'hui que les États africains ou les États du monde doivent réagir face à l'Afrique du Sud? Je pense qu'il faut faire un distinguo. De l'autre côté. Je pense qu'il faut faire un distinguo très important entre ce qui s'est passé à l'époque de l'apartheid et ce qui se passe aujourd'hui. C'est une forme d'apartheid? C'est une forme d'apartheid. À l'époque de l'apartheid, c'était une politique d'État. Okay. C'était le gouvernement sud-africain qui avait établi cette politique de répression et de discrimination en faveur des populations noires. Vous voyez? Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on peut établir de façon systématique que ce qui se passe en Afrique du Sud est le fait du gouvernement sud-africain. Si ça s'avère qu'on est... Le président sud-africain a réagi 3 jours après. Oui, 3 jours après. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que la République sud-africaine, de façon officielle, s'est établie dans une politique de chasse à l'homme contre les autres Africains. Ça peut être établi sur le plan des soupçons, des faits, mais on ne peut pas dire aujourd'hui, sur le plan diplomatique, on ne peut pas commencer à boycotter l'Afrique du Sud en tant qu'État sur le plan des relations internationales, parce que ce qui se passe en Afrique du Sud, ça peut être le fait d'une population en colère, d'une population que l'Afrique du Sud n'arrive pas à mesurer, disons, à maîtriser. Ce qu'il faut faire, c'est de demander à l'Afrique du Sud de prendre des mesures pour mettre fin à ces actes. Ce n'est que quand il s'avère que, malgré le fait qu'on ait recommandé, qu'on ait demandé à l'Afrique du Sud de mettre fin à ces actes de violence, l'Afrique du Sud n'arrive pas à contenir ces actes et qu'il transparaît clairement qu'il s'agit d'une politique d'État. À partir de ces moments-là, des machines peuvent être mises en place pour ce genre de boycott ou ce genre de mise à l'écart de l'Afrique du Sud. Tant que c'est des actes de violence isolés, commis par la population, on ne peut pas encore l'imputer à l'État. Sur le plan des relations internationales, ça se passe comme ça. Mais les pressions humain, est-ce que l'Afrique du Sud est encore une terre agréable? Parce qu'aujourd'hui, c'était un peu l'Eldorado des Noirs. Moi, je me rappelle en 90, quand Mandela est sorti de prison, il y a eu une vague de beaucoup d'Africains qui sont allés là-bas. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu de notre faute? On avait vu l'Afrique du Sud comme l'Eldorado. Vu l'échec de nos économies, l'échec de la gouvernance de nos pays, on croyait que l'Eldorado, ce serait l'Afrique du Sud. Il y a une part de cela aussi, parce que la migration ou l'immigration a aussi pour cause les conditions de vie difficiles dans nos pays d'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, on perçoit l'Afrique du Sud comme un Eldorado, effectivement, parce que la République démocratique du Congo a pris du retard dans son développement. Si la République démocratique du Congo arrivait à assurer à ses populations l'accès à des services sociaux de base, si on avait une classe moyenne aujourd'hui en République démocratique du Congo, pourquoi on envirait l'Afrique du Sud? Pourquoi? Potentiellement, la République démocratique du Congo est plus riche que l'Afrique du Sud. Potentiellement. Donc, il suffit de mettre en œuvre des politiques de développement qui soient susceptibles de booster effectivement le développement économique de la République démocratique du Congo. On ne se retrouverait pas avec des citoyens qui s'installent en Afrique du Sud et qui ne veulent pas rentrer. D'ailleurs, le ministre ayant en charge des Congolais de l'étranger a demandé aux Congolais de rentrer. Est-ce que ça va se faire? Et ça, c'est irresponsable. Ça va se faire. Parce Comment que c'est irresponsable? Effectivement, ce n'est pas ça résoudre le problème. Les Congolais sont libres de s'installer où ils veulent. Mais s'ils sont tués, menacés et tout ça... Je vous dis, les ambassades existent pour ça. Les Congolais peuvent vivre en Zambie. Les Congolais peuvent vivre en Indonésie, ils peuvent vivre en Chine. L'État congolais, vous êtes censé les protéger où ils sont. C'est pour ça qu'il y a des ambassades. Les ambassades sont censées s'occuper des questions des Congolais qui vivent dans les territoires où elles sont installées. Ça veut dire aujourd'hui que bon, les Congolais qui vivent en Afrique du Sud, qu'ils rentrent, ça veut dire
Moi, l'État congolais, je ne suis pas en mesure d'assurer votre sécurité en Afrique du Sud. Mais s'il n'est pas en mesure, Oui, on voit les images, Godefroy. L'État n'est pas... le ministre a dit que la faute aussi aux Congolais, ils ne vont pas à leur ambassade pour se faire connaître. Donc, même en Afrique du Sud, on ne sait pas effectivement combien nous sommes. Le gouvernement congolais est dans l'incapacité, entre guillemets, de les sécurisés en Afrique du Sud, parce qu'on ne les connaît pas. Nous parlons là des domaines régaliens de l'État. On ne connaît des pas. Affaires étrangères. C'est les domaines régaliens de l'État, où toute la puissance de l'État s'exprime. On ne peut pas avoir un État qui ne sait pas sécuriser... Il y a un problème. Non, ça va. On ne peut pas avoir un État qui n'est pas capable de sécuriser ses citoyens simplement parce qu'il se trouve à l'étranger. Non, l'État doit prendre ses responsabilités en main. On ne peut pas obliger tous les... Sinon, on va dire qu'aucun Congolais ne voyage. Restez tous en République démocratique du Congo, sur le territoire national, parce que si vous êtes à l'extérieur, on ne sait pas vous sécuriser. C'est de la démission de l'État. Les ministres devaient plutôt prendre des mesures pour dire, par exemple, on ouvre un numéro vert en Afrique du Sud. Tous les Congolais qui font face à ces genres d'actes de violence peuvent appeler, saisir leur ambassade. Il existe une police aussi dans cette ambassade qui peut savoir identifier les Congolais. Si on... Attendez. Les Congolais qui vont habiter en Afrique du Sud, ils passent par où pour y aller? Ils passent par Ndjili, non? Notamment. Pas forcément. On leur délivre aussi. Pas forcément. On sait aussi comment ça se passe d'une façon illégale. L'immigration illégale, ça existe, Godefroy. Ne nous voilons pas la face. Oui, mais alors... L'immigration illégale existe. Un État est censé contenir cela. En tout cas, moi, je ne pense pas que c'est un argument qui tienne debout, que l'État dise... D'ailleurs, les Congolais, ils vivent en Afrique du Sud, ils ne viennent pas se faire identifier. Monsieur, vous êtes de l'État, vous avez des organes, des contraintes. Il y a des organes, nous sommes tous de la SADC, il y a des services de renseignement entre les deux pays, il y a des mécanismes de collaboration qui peuvent vous permettre de détecter tous les Congolais, même en situation irrégulière, qui vivent en Afrique du Sud. Nous sommes en train d'atterrir. Est-ce que la population congolaise aujourd'hui, c'est une question vraiment peut-être un peu terre à terre, doivent-ils haïr les Sud-Africains? Est-ce que le Congolais aujourd'hui doit déverser leur haine envers les Sud-Africains aujourd'hui? Parce qu'on les sent dans les réseaux aujourd'hui, les Sud-Africains ne sont plus en odeur de sainteté vis-à-vis des Congolais. Comment un Congolais moyen doit-il réagir face à cette situation? En quelques mots pour cela, d'abord nous condamnons tous les actes de représailles, notamment des pillages qui ont eu lieu à Lubumbashi et dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans certains magasins sud-africains à Kinshasa, nous les condamnons. Ce n'est pas en recourant à la violence que nous allons résoudre la question de la xénophobie et de la violence qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud, mais c'est en s'exprimant de façon très pacifique. C'est pour ça que nous, en tant que parti politique, nous organisons par exemple un sit-in demain au niveau de l'ambassade de l'Afrique du Sud. Nous partirons du rond-point Forescom pour aller déposer notre mémo. Nous avons saisi le gouverneur de la ville de province de Kinshasa par une lettre et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de remarques ou quoi que ce soit qui puisse empêcher cette manifestation. Nous allons le faire de manière très pacifique. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe en Afrique du Sud, venez manifester pacifiquement, exprimez votre point de vue, saisissez les autorités par des pétitions qui sont des voies constitutionnelles, saisissez les autorités par des mémorandums, exprimez-vous. Mais recourir à la violence, tuer, frapper, brûler. Vous savez, des magasins, même si ce sont des propriétés sud-africaines, ils emploient des Congolais. Nos frères et sœurs travaillent là-bas. Nous condamnons, les purs condamnent ces gens. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons essayé, en tout cas avec le temps qui nous a été imparti, de circoncire un peu ce problème de la xénophobie en Afrique du Sud. Merci Godefroy d'être passé, mais le plateau est ouvert, c'est encore un sujet, en tout cas à prendre sous plusieurs angles, cette xénophobie, parce que les images qu'on nous renvoie choquent énormément avec les réseaux sociaux. Tout est amplifié, tout est vraiment en quelques fractions de secondes. C'est le monde qui est au courant. Merci à Godefroy d'être passé, et en tout cas à tous les Congolais, à tous nos frères africains, protégez-vous en Afrique du Sud, allez dans vos ambassades, comme on le dit, protégez-vous, ne circulez pas seul, tout ça, mais l'Afrique du Sud reste un partenaire, qu'on le veuille ou pas, de la République démocratique du Congo, parce que nous avons des projets en commun comme Inga, qu'on le veuille ou pas, nous avons des projets en commun avec l'Afrique du Sud. Godefroy l'a dit, ne pillons pas des choses, ne cassez pas les commerces des Sud-Africains ici, c'est pas ça qui résoudra forcément le problème. Et voilà, nous sommes à la fin. Merci pour votre fidélité à cette émission et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler d'autres choses dans l'international. Merci.